reprojeter ma solution et pour reprojeter et retrouver des matrices carrées, il faut que je remultiplie par Q transposé de manière à obtenir des matrices réduites qui vont être de taille NR croix NR. Donc la taille NR doit être évidemment très inférieure au NX initial, la taille du système initial, sans quoi la réduction n'a pas lieu. Donc toute la question évidemment est de réussir à trouver ces matrices. Donc Q pouvant être égal à P si on est dans une approche plutôt dite de Ritz, elle peut être différente si on approche dans une approche de type Petrov. Là, on retrouve un peu le vocabulaire qu'on peut retrouver également en éléments finis. Donc, comment obtenir cette map P si on utilise la proper orthogonal decomposition? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des snapshots. Donc, on doit résoudre le système complet pour certains instants, pour certains paramètres. Donc, généralement, moi, je vais vous montrer une partie des exemples, ça va être avec des snapshots qui vont être en temps. Donc, on résout pour plusieurs pas de temps, ça nous fait un échantillon de solution. Mais ça pourrait très bien être aussi un ensemble de paramètres. On crée cette bibliothèque, ces échantillons, et ensuite, on va utiliser une décomposition en valeurs singulières pour décomposer cette matrice dite de snapshot XS, c'est ce que vous voyez ici indiqué, et la décomposition nous permet d'avoir un U sigma W transpose. Le sigma, en fait, c'est une matrice qui va être diagonale, qui contient des fameuses valeurs singulières, et le U, la matrice U, va contenir en fait ce qu'on appelle nos modes ou notre base, finalement. C'est ça qu'on va utiliser comme base réduite. Les matrices U et sigma, et W étant orthonormales. Et donc la base réduite, ça va être formé des NR premiers vecteurs de la matrice U. Et comment on choisit le nombre de vecteurs qu'on va garder? Eh bien, on a cette formule qui est basée sur les valeurs singulières. Finalement, on fixe un epsilon, c'est notre tolérance, et puis on est capable, en faisant ce rapport d'une somme de carré, donc une somme partielle du carré des valeurs singulières sur la somme totale du carré des valeurs singulières, on est capable d'avoir un critère qui nous permet de choisir le nombre de bases qu'on va garder. Donc on a cet outil pour créer la base réduite. On peut utiliser assez facilement si on est en linéaire, comme je l'ai montré juste avant. Donc après, il suffit de faire les produits matrice-vecteur. Et puis, quand on est dans le cas non linéaire, on coupe généralement ça à la méthode d'empirical interpolation. Pourquoi? Parce que, typiquement, dans une formulation, quand on est en électromagnétisme en A, par exemple, donc j'ai essayé de garder le même formalisme sur mes M1 et M0, mais on est généralement capable de ramener toute la non-linéarité, par exemple, de notre perméabilité magnétique sur le second nombre. Et lorsque je réalise la projection, donc là j'ai choisi de garder une seule P. Vous voyez mes matrices réduites P transposées M1P, pareil avec le M0. Eh bien, on a le second nombre ici. Avec la non-linéarité, je dois reprojeter ce terme, ce vecteur non linéaire, par P transposé, mais pour calculer ce terme non linéaire, j'ai le PXR qui doit être calculé, puis ensuite il doit faire l'assemblage de tout mon second nombre. Et ça, finalement, ça pénalise la réduction. L'idée de la EIM, c'est de faire une interpolation. Donc là, je vais passer assez rapidement, on pourra y revenir, mais l'idée, c'est d'interpoler mon fameux vecteur G. Toujours pareil, à partir d'une matrice de snapshot initiale, je crée ma base orthonormée, ici je l'ai appelée psi pour la différencier, et puis toujours pareil, c'est par la POD qui fait ça, et je dois pouvoir maintenant approcher mon G par un psi fois C. Et comment calculer ce C? Eh bien, c'est là que, d'après Yvon Madé, qui a développé cette méthode, on peut créer une matrice type de sélection pour choisir les valeurs prépondérantes du vecteur, qui nous permettront après de calculer les coefficients d'interpolation. Donc je vous ai mis la formule ici. Ce qu'il faut repérer, c'est pour calculer mon C, j'ai besoin d'inverser mon S transposé psi. En fait, ça c'est une matrice qui est de taille réduite, donc je peux le faire très facilement.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce S transposé fois G. S, c'est une matrice qui est faite que de 0 et de 1. Elle permet juste de sélectionner une partie très réduite de mon vecteur à interpoler. Et donc en fait, on ne calcule pas S transposé fois G, on calcule uniquement les composantes de G qui vont être sélectionnées par S. Donc en fait, on n'effectue qu'un assemblage partiel de notre second rang non linéaire, et c'est ça qui nous permet de gagner du temps. Donc l'algorithme, pareil, je ne vais pas le détailler, je n'ai pas vraiment le temps ici, mais voilà, c'est un algorithme itératif qui n'est pas très compliqué en soi et qui est souvent qui est basé sur une projection. On retire les composantes qu'on a déjà calculées, on prend les composantes maximales, ça nous permet de trouver le nouvel indice sélectionné. Et vous voyez qu'à la fin, mon système réduit s'exprime comme la dernière équation. Encore une fois, assemblage partiel de mon second, puis après il y aurait une inversion d'une matrice, mais qui est de taille réduite, donc c'est facilement faisable. L'inconvénient dans tout ce que je viens de présenter là, c'est qu'on a besoin d'avoir accès au système, systématiquement, donc ce sont des méthodes qui restent intrusives. Assez récemment, la communauté s'est beaucoup penchée sur les méthodes de data-driven, qui elles consistent à essayer de créer un système réduit uniquement à partir de valeurs, soit de simulation, soit pour certains avec des données expérimentales. L'idée étant que nous n'avons plus accès au système complet. Donc par exemple, alors là c'est très orienté sur un cas d'application et que je vous montrerai juste après rapidement, mais quand on fait un système électrotechnique, on a généralement ce type de formulation. Donc là c'est une formulation A, et puis on a le couplage avec les équations de circuit à travers le courant et on impose une tension. Donc ce système complet, je sais quelle forme il a, par contre je n'y ai pas accès. Typiquement, j'utilise un logiciel, alors il faut évidemment avoir accès au vecteur de solution, mais voilà, je suis capable de créer mon vecteur de snapshot avec les vecteurs de solution, d'avoir mes snapshots de courant, donc de mes flux magnétiques, mais je n'ai pas accès aux matrices M, F, typiquement. Utiliser ma PED pour faire ma base ma matrice de snapshot XS, et là, utiliser des relations pour essayer de retrouver mes formes réduites. Donc, par exemple, si je cherche F tilde, qui est la forme réduite de ma matrice F, qui est, dans ma matrice F, permet en fait de dire mon vecteur solution, mon flux, je sais vérifier cette relation. F transposé, F tilde transposé fois P transposé X est égal au flux. Donc le P transposé X permet en fait de projeter sur l'espace réduit ma solution X. Donc je dois vérifier ça pour tous mes pas de temps, snapshot, ce qui veut dire que je suis capable d'approcher ma colonne K de F tilde en faisant une minimisation. Donc là en fait c'est un problème au moindre carré qui me permet d'identifier mon F tilde. Et je peux réfléchir exactement de la même façon pour approcher ma matrice M une fois que j'ai ma matrice F tilde. Puisque là encore, voilà ce que doit vérifier mon système réduit pour tous les pas de temps. Et donc là, ce n'est plus la matrice, la colonne de M que j'ai pu identifier, c'est directement la ligne. Mais encore une fois, c'est un problème au moindre carré, avec une projection grâce à mon P sur l'espace réduit, et un problème de moindre carré à résoudre pour obtenir mes systèmes réduits. Donc là, uniquement à partir de mes snapshots, je peux reconstituer un système réduit. Je ne détaille pas, mais on est même allé un tout petit peu plus loin, on verra dans l'application, en appliquant ça en non linéaire. Donc je vais essayer de passer assez rapidement sur les types d'applications, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec de la réduction. Typiquement, Thomas Héron et Stéphane Pléné l'ont appliqué à des transformateurs triphasés, couplés et avec les équations ici. Parfois, vous avez donc évidemment des estimes pour circuit utiliser la VEIM pour trouver les éléments prépondérants de leur vecteur non linéaire. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。
indiquer leur thème réel. Ce qui intéresse sur les selected uniquement sur un certain accent liquide. Ça reste globalement dans les zones où il y a beaucoup de saturation, puisque c'est là qu'on a besoin d'infos pour pouvoir approcher correctement notre solution. Et donc on a spécifié le système réduit et des axes. Après, il réutilise en mettant des charges résistives, et vous voyez l'idée c'est le remplage avec lui. Toujours la même idée, hein, faire des essais à vide en court-circuit sur cette machine, trouver les composantes de la EIM. Donc vous voyez ici qu'elles apparaissent pareil, plutôt au niveau de l'ensemble. C'est des partitions d'un snapshot, donc ça peut être assez important malgré tout. Et puis derrière, on réutilise avec des charges RL différentes notre modèle réduit. Et vous voyez encore une bonne correspondance entre le modèle de la simulation de référence et la simulation réduite, avec cette fois-ci des accélérations de l'ordre de 150. Donc nous allons 150 fois plus vite avec ce système réduit qu'avec le système réduit. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'était avec des snapshots en temps. On peut très bien l'appliquer, c'est avec des paramètres. Donc là, c'est ce qu'avait fait Mernas Farzanfar de l'Université d'Alto avec Anwar Belarsen, qui avait appliqué ça sur une machine, mais cette fois-ci, ce n'était plus des questions des snapshots en temps, mais des snapshots en faisant varier le courant, l'angle du courant, l'angle de rotation de la machine. Et vous voyez que là encore, on est capable d'avoir une bonne approximation ici du couple, et même les cartes de champ sont très proches. Donc voilà, plusieurs manières d'adapter, d'utiliser la POD. Et puis enfin, sur le data driven, ce sont des travaux un peu plus récents que nous avons conduits avec Thomas Laurent et Stéphane Cléné, où là, on a réussi à partir de simulation d'un transformateur triphasé, nous sommes capables de créer un modèle, de régénérer un modèle réduit qui nous permet d'approcher correctement le courant, par exemple, au primaire ou au secondaire, d'approcher correctement nos cartes de champ. Ici, vous voyez que l'erreur est très réduite sur notre induction magnétique. Et puis, même dans les travaux plus récents, en utilisant des interpolations par des fonctions de base radiale, réussi à approcher plutôt bien le comportement toujours pareil, d'un transformateur triphasé avec en non linéaire. Donc, vrai ou même des équilibres. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on essaie d'en faire, comment on essaie de l'exploiter dans le cadre des matériaux composites. Donc ça se fait au sein du laboratoire à l'IRENA dans le projet WISE, qui est finalement un groupe de financement régional des Pays de la Loire. Dans le projet qui vise au développement d'outils numériques d'amélioration des capteurs thermographiques par induction. Dans lequel on fait à la modélisation des matériaux composites. Donc la doctorante est Madame Soulangoulou, et puis vous voyez l'encadrement, Didier Trichet, Guillaume Vasselin, qui ont fait la psychotique. Donc l'idée étant d'appliquer des méthodes de contrôle non composite. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces matériaux composites.
Les matériaux composites sont constitués de renforts et de matrices. Nos renforts sont généralement soit des particules, des fibres courtes ou des fibres longues, et puis une matrice qui est une résine, généralement thermoplastique, dans laquelle vont effectivement entourer tous les renforts. Nous, plus particulièrement, on considère les matériaux composites à fibres longues de carbone. Donc, c'est un empilement de plis unidirectionnels entouré de sa matrice thermoplastique. Donc, les fibres, vous les voyez là groupées, c'est sur l'illustration sur la gauche. On a des fibres qui vont être réparties de manière assez aléatoire, l'action principale, mais la répartition spatiale est assez aléatoire et il y a même des ondulations. Mais chaque fil a une direction. Et puis nous, à droite, surtout, la fonction principale finalement est pas différente. L'idée est de réussir à faire du contrôle destructif sur ces matériaux, donc les exposer à un champ électromagnétique, et puis il y a des courants induits qui sont générés dans les fils de carbone. Ça génère des pertes qu'on peut capter, et donc une variation de température qu'on peut capter avec une caméra thermique. Et on peut étudier ce phénomène de manière par simulation en créant des matériaux virtuels. Donc là, on génère numériquement un matériau avec des propriétés proches du matériau réel. L'idée, c'est de pouvoir analyser le comportement ou identifier des paramètres par simulation. Donc on génère ce matériau en se basant sur le taux de remplissage, le rythme des fibres, la conductivité des fibres, etc., tous ces paramètres du matériau réel, et on essaie de reproduire ça numériquement. Il y a des méthodes d'homogénéisation qui permettent de travailler entre les différentes échelles. Microscopique, c'est l'échelle des fibres. Mésoscopique, c'est plutôt l'échelle des plis. Et puis au niveau macroscopique, c'est carrément l'échelle du matériau et des dispositifs. Donc si on a un matériau virtuel, on peut, par l'homogénéisation, essayer de retrouver les caractéristiques d'un pli. C'est-à-dire qu'on va retrouver son tenseur de conductivité. Donc on peut le faire par pli, si on reste à l'échelle mésoscopique, on peut même passer par l'échelle mésoscopique à partir de l'échelle microscopique et refaire de l'homogénéisation pour avoir quelque chose de globalisé, encore un tenseur, même tout le matériau, donc pour l'empilement global. Donc ça, on sait le faire, et c'est fait depuis plusieurs années à l'IRINA, mais cette homogénéisation, finalement, elle se fait que dans un sens. Puisqu'une fois que j'ai homogénéisé, je ne peux pas revenir vers ce qui se passe à l'échelle microscopique. Ce qu'on espère avec la réduction de modèle, c'est pouvoir aller dans les deux sens. Utiliser un modèle réduit au niveau global, enfin à l'échelle macroscopique, et toujours pouvoir avoir nos informations à l'échelle microscopique. L'idée, encore une fois, étant de pouvoir faire du contrôle non destructif, donc à terme, réussir à bien évaluer nos pertes pour ensuite les intégrer dans un modèle thermique. Et pour le moment, je vais me contenter du modèle juste électrique, on va le voir. Donc je rappelle la POD, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Une matrice de snapshot basée sur différentes solutions, notre décomposition en valeur singulière pour avoir ma base d'ordre normée, et puis le système réduit. Je passe rapidement sur le modèle, juste pour vous dire qu'on reste en électrique. Donc en fait, nos seuls inconnus, enfin ça va être courant, simple, imposé aussi, ce que vous voyez apparaître là, dans l'expression du champ électrique, moins delta sur dt moins grade V, où le A en fait est imposé de manière à avoir une source magnétique. Mais en fait, finalement, on résout uniquement un problème qui est électrique. Donc c'est pour ça qu'on va faire un réseau de résistance. Et ensuite, le réseau de résistance en question, on utilise par RI carré, très classique, pour avoir les pertes. Je passe aussi assez rapidement sur le système qu'on obtient. Juste pour donner sa forme, MV égale B, on trouve les éléments du gradient, la divergence, et puis entre les deux, une matrice de conductivité. Comment on crée ce système? On a fait notre matériau virtuel. Dans le sens longitudinal, on le découpe en plusieurs sections. Donc, le long des fibres, j'ai mes résistances longitudinales entre deux sections. Ça, c'est basé sur le diamètre des fibres, etc., la surface de la section, la longueur entre les sections. Et puis, on rajoute des éléments, une résistance de contact entre fibres.
quand les fils sont suffisamment proches. Ça nous permet d'obtenir ce fameux système résistif qu'on veut résoudre. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est réussir à créer plusieurs cellules. Donc vous voyez là, elles ont toutes une couleur différente. On génère ces matériaux virtuels et on essaie de les concaténer ensemble. Notre idée initiale, c'était un peu proposer des stratégies avec les transformateurs. C'est la stratégie offline-online, c'est réaliser et avec une source. Les choix des snapshots étaient problématiques pour avoir des snapshots qui soient vraiment pertinents et donnent beaucoup d'informations. Et tout ça en fait, était dû à un autre problème, c'est que la conservation du courant entre les cellules n'était pas imposée. Donc en fait, on télé. Une résolution opérationnelle pratique de disposition. Oui. C'est effectuant. J'ai un système, alors MK sur le domaine classique, c'est la cellule, M tilde, c'est ce qui correspond au contact avec les cellules voisines, et j'impose, comme dans l'exécution de ce système, posant les conditions, c'est de pouvoir réaliser la résolution du système concaténé réduit. C'est ce P transposé NTB égale P transposé B. En fait, là-dedans, il y a vraiment tout le système concaténé, donc c'est tout le matériau, toutes les cellules réunies, que je réduis, que je résous, et donc ça me donne déjà une très bonne approximation de ce qui va se passer dans tout le matériau. Et ensuite, c'est ça que je vais imposer, vous voyez la différence entre les deux, c'est ça que je vais imposer comme second mode dans chaque cellule. Donc je ne gagne pas de temps en termes de résolution dans chaque cellule, j'apporte juste une solution qui vient de chaque voisin, beaucoup plus précise que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Donc l'avantage, c'est qu'on reste avec une décomposition domaine qui traite uniquement les nœuds directement au voisinage de la cellule. Je n'ai pas besoin de monter une node classique pour améliorer la convergence. J'utilise simplement les nœuds les plus proches voisins, les voisins immédiats, comme solution. Encore une fois, finalement, c'est mon modèle réduit qui me permet d'approcher le recouvrement, un recouvrement total. Donc j'en ai presque fini, je vous le dis pour la gestion du temps, parce que je déborde peut-être un peu. Si je considère N cellules, par exemple, une idée c'est initialement d'assembler la matrice de chaque système, donc pour chaque cellule, de réaliser quelques essais, 3 essais voltampérémétriques dans les directions X, Y, Z. Et on rajoute même un vecteur constant pour permettre une translation des potentiels. Et ça me donne ma base réduite initiale. Puis ensuite, itérativement, pour les N cellules, je crée ma base réduite à partir de snapshots. Je fais la résolution du système concaténé réduit, donc c'est bien le système de tout le matériau que je réduis et que je résous. J'échange mes solutions entre cellules, puis ensuite, je reviens pour chaque cellule à une résolution voltampérémétrique avec des sources qui viennent des solutions du modèle réduit, mais pour les cellules voisines. J'ajoute mon vecteur solution à la matrice de snapshot et puis je passe à l'itération suivante. En appliquant cette méthode, on se rend compte que nous avons une considérable chance. Vous voyez ici en rouge, effectivement, ce sont celles d'avoir ma solution utile composition de référence pour les potentiels et le courant respectivement. Et vous voyez qu'en appliquant la méthode avec la réduction, on converge en une trentaine d'itérations.
Donc on a considérablement accéléré. En termes de temps de calcul, ça ne nous demande pas beaucoup plus de temps puisque la résolution du site n'est pas très longue et chaque fois l'opération est dans les deux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais regarder du temps pour les questions. C'est pas, je ne vais pas aller plus suivre. Bon, merci. Monsieur. Donc, c'est tout. Apparemment. Nous allons on passe la deuxième partie. Donc, il y a que monsieur G. De précision. Alors, c'est inhérent de toute façon, d'un point de vue général, à la méthode POD, c'est-à-dire que ça reste une approximation. Forcément, si je réduis un temps de calcul, ça reste une projection sur un espace réduit. Je ne peux pas garder la même précision. D'un point de vue général, effectivement, on a des réductions. Ce qu'on montrait sur les résultats, effets transformateurs, etc., et je crois qu'il citait 33%, 3% d'erreur, voilà. Je ne saurais plus, sur les différents cas, ça reste assez réduit. Ce qu'on constate généralement, c'est que sur des valeurs globales, on arrive à très bien approcher. C'est ce qu'on voyait sur les courants ou autres. C'est beaucoup plus dur au niveau local, même si on arrive à avoir des cartes de champ. Et de la réduction sur les matériaux composites, comme la méthode permet juste d'accélérer la convergence, on voit qu'on stagne quand même à 10-2, 10-2. Donc en fait l'erreur est là, sur cette erreur globale. Maintenant, comme en fait on rajoute systématiquement un snapshot qui est issu de la solution de voltampère métrique, on enrichit quand même suffisamment pour avoir des niveaux qui vont être de l'ordre de moins de 20%. Mais on ne pourra pas se départir de cette ou à une fonction, on donner la solution de grandeur qui est indiquée ici. Solution exacte. Donc, il y a je pas la question. Ok, merci. J'ai une question par rapport au je pense à peu près la même. On s'occupe de l'acceptation de 3. Oui. Oui. Copie le microphone. Voilà, en fait, ce moment de cas, comme on est en non linéaire, il y a une. Je n'ai pas pris le temps de le préciser, mais il y a une boucle pour gérer la non linéarité. Et donc, ça, entre le cas avec des charges résistives de résolution, notamment du système complet,
de référence n'est pas le même. Donc, vous voyez ici avec les non-linéarités beaucoup plus marquées pour cas équilibré, je pense que c'est ce cas-là où l'accélération implique. En fait, il faut plus de temps pour résoudre le système, bref, l'accélération. Et quand on est dans de linéarité, voilà, il y a de ce temps de convergence de la partie de la résolution non linéaire, et donc c'est ça qui fait varier cette accélération qui dépend encore une fois du temps de résolution de mon modèle de référence. Lui, le temps de calcul de ma solution réduite, lui, doit rester à peu près réduit, le même. Il faudrait que je revérifie dans la publication que j'indique. Okay. J'ai une autre question, Antoine, c'est par rapport aux deux méthodes que vous avez présentées, la méthode Snapchat et la méthode. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une méthode hybride qui mixe les deux en fait? Alors la méthode data-driven est quand même basée sur des snapshots. Maintenant, en fait, ça dépend du niveau d'information qu'on arrive à avoir de notre système initial. À quel point on peut avoir des infos ou réussir à avoir, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un second membre, une partie d'une matrice ou ce genre de choses, si on ne connaît vraiment rien, ou si même on n'a aucun a priori, il y en a qui font ça, d'avoir aucun a priori même sur le système initial, la méthode va complètement changer. Je pense qu'il y a effectivement plein de stratégies à adopter en fonction du système, de notre connaissance, de notre expertise par rapport aux données brutes. Ok, ma dernière question pour laisser la parole aux autres collègues, c'est le slide numéro 41. Là, vous présentez les résistances. Est-ce que vous prenez en considération plutôt les formes des fils? Parce que vous avez dit que là, la résistance contre les nœuds sont proches, on prend une résistance. Mais est-ce que vous prenez plutôt en considération les formes des fils? Alors, pour continuer la question, quel est le nombre total de résistances que vous obtenez quand vous appliquez cette approche-là? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Je l'avais noté quelque part. En fait, ça va dépendre de la taille qu'on prend sur notre cellule. Donc, on peut en avoir plusieurs milliers. Généralement, là, sur nos cas, c'est plusieurs milliers et on peut monter en taille. Je crois que je vais enlever le. Ça va être plutôt en temps de calcul pour manipuler les matrices qui ont la taille de plusieurs milliers. Oui, c'est l'idée du coup d'appliquer la réduction. Alors, pour répondre je pense en partie à la première question, nos résistances ici ont possible soit les résistances dans le sens longitudinal, soit une valeur fixe pour les résistances de contact. Donc pour le moment, là on a simplifié, on n'a pas pris en compte éventuellement, je ne sais pas, la nature du contact, est-ce qu'il y a plus ou moins de contact entre les fibres? Là, c'est comme la façon dont on génère, on a les valeurs des centres ici, des points que j'ai indiqués, et on regarde juste est-ce que la distance est inférieure au diamètre, en gros, et puis on fixe la valeur. Et pareil dans le sens longitudinal, donc on n'a pas de variation de nos résistances en fonction potentiellement de l'agencement des fibres. On est resté sur quelque chose d'assez simple. Il y a eu des travaux malgré tout qui ont été faits sur la prise en compte des forces éventuellement, etc. Mais là, on est resté sur deux résistances uniquement. Quant à la taille, en fait, si je prends quelques milliers, là, je vous ai montré quelque chose qui converge très bien. Si j'augmente la taille de mon domaine, je vais augmenter encore plus de temps à converger, donc la taille de système initial. Là, je pense que c'est quelque chose de et nous méthode de réduction pour compléter,
Donc là, je ne l'ai pas précisé, l'intérêt d'une décomposition telle qu'on l'a fait, la décomposition de domaine, ce sera à terme de pouvoir faire de la parallélisation. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu mettre en place. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire des résolutions, évidemment, sur chaque cellule qui soient faites en parallèle. Et on clôture avec les médecins. Allez, manque pas. Ah, Le micro est coupé. C'est bon, voilà, c'est c'est bon. bon. Ah ouais, pardon. Donc, il nous reste, bon, on va prendre ces deux questions, car M. Bensefti Mohamed et Hicham Allak, tu t'en parles. Donc, à vous la parole. Ok. Bonjour à tout le monde. Et merci pour la clarté de la présentation. Moi, j'ai deux petites questions rapides. La première question concernant la partie matériaux composites. Et j'ai pas saisi quel est l'apport par rapport à la méthode d'homogénéisation. Vous avez parlé à un certain moment que avec à l'approche verrait parce que la parogénisation, cette méthode-là, on peut remonter aux propriétés physiques effectives du matériau. Et la deuxième question, d'une manière générale, quel est le mythe de cette approche? Ok. Alors, la méthode d'homogénéisation, on obtient un tenseur de conductivité. Une fois que j'ai ce tenseur et je fais ma après, si on reste au niveau des autres, ce sera la suite. Je fais des snapshots, mais si je change ma source, rien ne me garantit que mon modèle réduit va être fiable. Donc c'était ça un des plus gros problèmes, savoir une fois que le modèle réduit, quelle est la fiabilité de la solution que j'obtiens. Donc ça c'est un des gros points négatifs. Après c'est uniquement de l'expérience qui nous permet de savoir, oui, le cas en question va nous permettre peut-être de garder une certaine fiabilité, mais on ne pourra même pas l'estimer. En tout cas, à l'aune des travaux. C'est compliqué à dire. La fiabilité de notre modèle réduit. Merci. Ok, merci. Donc, M. Hicham Allak. Bonjour. La question. Merci Antoine pour la présentation. Moi j'ai une question concernant pourquoi vous avez pris en modèle composite uniquement les résistances, le modèle à résistance, pourquoi pas les inductances et capacités parasitaires. Parce qu'on a des réponses. Bon. Simplement parce qu'on a voulu simplifier.
mais c'est une très bonne vue. Et on a qui est en de regarder justement comment on compte des voilà, pour calculer tout ça sur une approche en TP pour prendre en compte les effets entre fibres. Des matrices qui vont N et non au niveau et donc que la réduction pour avoir tout sur intérêt. Maintenant, ça veut dire passer. Parce que là, c'est pareil, on a simplifié, je ne l'ai pas précisé, mais avec une source qui est imaginaire pure pour avoir un système qui est lui à la fin uniquement réel. Donc, vous pouvez pouvoir se focaliser uniquement sur la question de la décomposition du domaine et de la réduction, et on va complexifier au fur et à mesure. Mais effectivement, pour le moment, on des choses. Bon, si vous avez un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Allag, merci, monsieur.